En France, il existe deux espèces d'huîtres, l'huître creuse et l'huître plate. Il faut savoir que l'huître creuse est une espèce introduite, l'huître plate est une espèce native. L'huître plate, c'est une espèce qui était très présente il y a longtemps. L'espèce était présente sur toute l'Europe. Elle a une vraie histoire. Il y a un lien entre l'homme et l'huître plate. Elle a été exploitée à l'époque des Romains, elle a été exploitée au Moyen-Âge, elle était très présente à la cour des rois. Il y a toute une histoire. Elle a été cultivée pendant plus d'un siècle, au 19e siècle, au 20e siècle. Elle a été surpêchée pendant des siècles avant. Et progressivement, elle a décliné, très fortement décliné. Elle est encore là, présente un tout petit peu. Elle est proche de disparaître. Et c'est ça qui m'a plu, ce lien très fort, un patrimoine qu'il faut sauvegarder. J'ai eu l'impression que je pouvais jouer un petit peu, à influencer le destin de cette espèce, quoi. Un peu. L'espèce est encore présente en France, dans différents endroits. Elle est très présente en Bretagne, on a la chance de l'avoir en Bretagne. Et puis on a aussi surtout la chance de l'avoir en Finistère, notamment en rade de Brest. Et en rade de Brest particulièrement, l'espèce est présente en baie d'Aoulas, notamment sur le site du Rose-Bindy. Et c'est là qu'on a installé un laboratoire d'expérimentation sous-marine de 1000 m². Et c'est là qu'on travaille depuis maintenant 10 ans. Alors en tant que biologiste marin, je dois bien avouer que ce qui me plaît le plus dans ce travail, c'est de pouvoir plonger, d'être en contact direct avec la nature, avec les habitats marins, voir comment ça fonctionne en milieu naturel, et puis voir comment l'homme peut interagir avec ce milieu pour sauver une espèce, pour la conserver. Et on a l'impression que notre métier de chercheur peut servir aussi à avoir des applications très très concrètes. Et là, pour le coup, faire revenir une espèce, c'est extrêmement concret. Ce site d'expérimentation, il est vraiment important pour nous, à plus d'un titre en fait. On a développé plein de techniques au fur et à mesure, on a appris plein de choses sur ce site d'expérimentation. C'est devenu aussi un point focal pour des projets européens. On reçoit du matériel de collègues européens et on teste ces différents matériaux sur ce site. Donc c'est vraiment un site d'expérimentation, c'est un laboratoire sous-marin qui nous est utile comme un laboratoire en conditions contrôlées. C'est notre site en rade de Brest. En rade de Brest, on a la chance d'avoir une zone Natura 2000. Dans cette zone Natura 2000, on a un habitat remarquable, les bancs de merle. On a aussi des bancs de crépidules. Tout le pourtour de ce secteur est ceinturé par une ceinture d'algues, dans lequel il y a quelques herbiers zostères. Et puis, sur ce linéaire côtier, on a aussi la présence d'huîtres creuses, qui aussi se sont développées depuis une petite trentaine d'années. Dans cet écosystème, on a la chance d'avoir les dernières populations d'huîtres plates qui sont encore présentes. Donc ce sont des petits sanctuaires. C'est très différent du passé. En 1850, on estime que les huîtrières occupaient une grande place au sein de l'écosystème. Globalement, plus de 50% des fonds de la rade étaient colonisés par l'huître plate il y a plus de maintenant 2 siècles. Quand on veut restaurer cette espèce, on s'est aperçu qu'il fallait mettre à sa disposition un support, donc il fallait que les larves trouvent un support pour se fixer. Généralement, les larves se fixent sur une coquille d'huître adulte, mais ça, il y en a de moins en moins. Donc on remplace cette coquille par différents types de matériaux. Et en fait, la chance de ce site, c'est que tous les ans, on a des larves. Et tous les ans, on peut tester différents matériaux, différents supports, et les suivre dans le temps aussi. On va laisser les supports sur le long terme pour voir comment ça évolue, comment les larves se développent, deviennent des huîtres, et comment la colonisation se fait progressivement. Donc pour ça, ce site, il est vraiment extraordinaire. L'idée de la restauration, c'est de capturer le maximum de larves qui passent dans la colonne d'eau et que ces larves viennent se fixer sur notre support. Donc il faut que les matériaux aient un peu de calcaire et un côté un peu rugueux, qu'ils aient aussi un côté un peu blanc. Elle adore les couleurs plutôt blanches vraisemblablement. Donc effectivement, on va travailler un peu sur ces préférendums de la larve. La larve n'est pas du tout, ne se fixe pas au hasard, il faut lui donner un support vraiment adapté, quoi. On a testé tout un panel de supports, mais aujourd'hui, il y a vraiment une technique qui retient notre attention, c'est la technique des écomodules. Alors ces écomodules, ils ont été construits en utilisant différents matériaux. L'écomodule est, lui, fixé à l'extrémité d'un bâton. Ce bâton est planté par les plongeurs sur le fond. Le fait d'avoir un écomodule éloigné du fond permet de protéger contre certains prédateurs, notamment l'étoile de mer, le bigorneau perceur, mais ça éloigne aussi de certains contaminants chimiques qui sont présents dans le fond de la rade. Le matériau de l'écomodule, lui, il a la caractéristique d'attirer les larves. La poudre de coquille d'huître creuse est vraiment un ingrédient qui nous semble vraiment utile. La forme de l'écomodule est une forme plutôt arrondie, qui va favoriser l'agrégation et la croissance des huîtres plates, et qui va aussi permettre une protection contre les dorades royales, qui peuvent aussi être un prédateur pour l'huître plate.
Toute une biodiversité va se développer sur ce récif, des éponges, des ascidies, d'autres gastéropodes. Il y a toute une faune et toute une flore qui s'installe sur ce petit écomodule. Au bout de 3-4 ans, le piquet va se putréfier et donc l'écomodule va tomber sur le fond. On estime qu'un écomodule bien ensemencé va permettre d'approcher une densité de 20 huîtres au mètre carré, donc de ressembler un petit peu à la densité qui était historique pour les huîtrières. C'est un peu notre cible en restauration. Globalement, la technique des écomodules, elle est plutôt satisfaisante. Ça attire les larves, ça permet un développement des huîtres. Donc on pense que c'est la technique qui présente le meilleur compromis en termes de technique de restauration et d'impact sur le fond, quoi. On s'est livré à un exercice il y a 5 ans maintenant, avec mes collègues du parc naturel régional d'Armorique, mes collègues qui animent le site Natura 2000, où toutes les parties prenantes qui agissent en rade se sont mis autour de la table. On était dans un bateau au milieu de la rade de Brest, mais on devait réfléchir aux différents avenirs possibles de la rade de Brest et établir différents scénarios. Un scénario qui est plutôt de type business as usual, on continue à industrialiser au maximum. La rade de Brest devient un gros port commercial avec de l'éolien offshore, avec énormément d'aquaculture, très peu de liens avec la nature. Ça, c'est le côté un peu industriel de la rade, c'est le scénario high-tech. Un deuxième scénario qui, lui, est tout à l'extrême, c'est les lobbies de la conservation de la nature qui ont pris le pouvoir. On est dans un monde où uniquement la nature, sa restauration, sa conservation compte. L'homme est passé au second plan. Et là, on a fait de la rade un sanctuaire où on ne peut plus rien faire, si ce n'est que voir cette nature qui, pour le coup, est en pleine santé. Le troisième scénario, c'est un scénario entre les deux, quelque chose de plus durable, où on va globalement positionner l'homme et la nature en symbiose, avec une concertation avec les différents acteurs. Il faut que les scientifiques, les professionnels de la mer, les gestionnaires, tout ça soit sur le même bateau, qu'on soit tous d'accord pour une gouvernance maîtrisée de la rade, une rade où la nature est conservée, où elle est restaurée, mais où on peut aussi l'exploiter avec des métiers plus doux au niveau de leur exploitation. Donc c'est vraiment le scénario qu'on pousse quand on parle de restauration, quand on parle de conservation de la nature. On imagine aussi qu'il y a une exploitation derrière, que l'homme doit bénéficier de ce que la nature peut produire. Et c'est ce lien-là, cette voie-là qu'on essaye de tracer, lutter contre l'érosion de la biodiversité, tout en positionnant l'homme quand même au centre de l'action, mais un homme raisonnable.